Je vais donc prendre la parole pour introduire cette quatrième table ronde. Vous m'entendez bien? Oui, oui, oui. Ah, très bien. Et donc déjà, je voudrais commencer par remercier donc Sophie GL, mais aussi toute l'équipe d'Ado Privacy pour cette opportunité d'animer une table ronde au sein de cette équipe, hein, et vous féliciter pour ce programme final de colloque, hein, qui est l'aboutissement de cette recherche collective qui est riche d'enseignements pour beaucoup d'acteurs, hein, qui interviennent dans cette réalité que vivent les jeunes. Alors, je m'excuse d'être à distance, mais il vaut mieux, hein. Je suis restée à Angoulême après un petit épisode de Covid, donc au moins je ne vous contaminerai pas, vous êtes tranquille. Voilà, et donc on va aborder pour cette table ronde deux sujets très précis. Donc c'est le sujet du signalement et de la modération mise en place par les plateformes et différents réseaux sociaux numériques. Donc, on va essayer de bien rester centré sur le sujet. J'ai le plaisir donc d'accueillir sur cette table ronde 4 intervenants. Donc, pour l'équipe Ado Privacy, Sophie GL et puis Jean-Marc Meunier qui est à sa droite, si je ne me trompe pas. Voilà. Et puis Bérangère Stacy, voilà, qui vient de l'Université de Lorraine. Et un peu plus loin, parce que je crois qu'elle est en Serbie actuellement, mais en tout cas, Tijana Milosevic, qui travaille donc à l'Anti-Bullying Center à Dublin, et qui vont tous nous faire part de recherches centrées sur, pour différentes raisons, hein, sur cet enjeu du signalement et de la modération que peuvent apporter les plateformes quand un contenu leur est signalé. Alors, dans l'organisation de la table ronde, pour que les choses soient bien fluides, on a décidé de donner la parole en premier donc à Bérangère Stacy, qui est une spécialiste du cyberharcèlement. Voilà, et qui donc c'est effectivement le cyberharcèlement, un thème très important depuis de nombreuses années, même chez les professionnels, hein, puisqu'on voit qu'il y a des influenceuses sur Twitch qui se font elles-mêmes harceler, etc. Et donc c'est une pratique qui a donné lieu quand même à beaucoup de signalements de la part des adolescents sur différentes plateformes. Donc, je vais laisser donc Bérangère commencer par bien nous repréciser ces termes. Qu'est-ce que le cyberharcèlement par rapport à d'autres formes peut-être de bullying, là aussi en ligne? Et puis, effectivement, à partir d'entretiens auprès de lycéens, comment ils vivent ces moments-là et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour essayer d'empêcher le développement de ce type de comportement. Et alors, désolée, je voulais remercier aussi Alice Duc pour la traduction qu'elle va faire en parallèle aussi pour permettre à Tijana de... Ah bah d'accord, ok. Bon bah voilà, la parole est à Bérangère pour une quinzaine de minutes. Merci. Alors, merci Inès. On m'entend là bien? Ok. Je ne suis pas une Très bien. experte. Oui. Bon, merci beaucoup. Donc, je n'ai pas fait de diaporama, je vais prendre la parole pendant 15 minutes maximum. Et donc, l'idée de l'intervention, c'est d'apporter des éléments de définition de la notion de cyberharcèlement. En tout cas, de vous proposer la définition que moi j'en donne par analogie avec la notion de harcèlement scolaire. Donc, je précise que mes travaux... des travaux que j'ai conduits entre 2016 et 2020 avaient trait à la question du harcèlement scolaire, de sa prévention. Et j'ai enquêté auprès d'élèves engagés dans la prévention du harcèlement, notamment au sein d'un dispositif qui s'appelle Lycéens ambassadeurs contre le harcèlement, au sein d'associations qui avaient été créées par des parents dont les enfants avaient été victimes de harcèlement ou de cyberharcèlement. Et j'ai aussi, pendant ces 4 années, conduit des observations parfois non participantes d'actions diverses de prévention, de formation en lien avec ces questions. Et j'ai moi-même, à plusieurs reprises, animé des séances, des séquences pédagogiques en EMI, EMC, en partenariat avec des professeurs documentalistes. Donc je vais pas vous restituer chacune de ces études, mais m'appuyer sur ces expériences pour vous donner quelques résultats de ces enquêtes.
Alors la notion de cyberharcèlement, on peut la définir par analogie avec celle de harcèlement, à savoir comme des violences qui sont répétées, avec intention de nuire et dans une situation où il y a asymétrie des forces. Bon, ça, c'est la définition qui est posée maintenant depuis quelques décennies. Et donc, on pourrait dire qu'il y a cyberharcèlement lorsque des cyberviolences sont exercées de manière répétée dans une situation où il y a intention de nuire et asymétrie des forces. Alors, rapide petit point sur ces violences. Quelles sont les violences qui constituent le harcèlement? On peut dresser une rapide typologie, les violences verbales allant de la moquerie à l'insulte, moquerie, surnom méchant, moquerie, violences psychologiques que peuvent être les menaces, les rumeurs, des violences physiques telles que les coups, les bousculades ou encore la violence sexuelle, allant en contexte scolaire du voyeurisme à l'agression sexuelle en passant par le baiser forcé, l'attouchement, etc. Bon, donc ces violences, elles peuvent aussi être exercées en ligne. On peut insulter une personne en ligne, par exemple. La violence physique peut également être médiatisée. On prend souvent l'exemple de l'agression qui est filmée puis partagée sur les réseaux sociaux, voire l'agression qui est perpétrée en vue d'être filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Quant à la cyberviolence sexuelle, on a aujourd'hui un terme parapluie, qui est donc le terme porno-divulgation, sur lequel on pourrait réaliser carrément une journée d'études, parce que bon, porno-divulgation, qu'est-ce qu'on met derrière porno quand il s'agit juste de parler d'un selfie sur lequel une jeune fille apparaît dénudée. Mais en tout cas, dans la porno-divulgation, aujourd'hui, on peut catégoriser ce qui relève du sexting, donc les selfies ou vidéos à caractère érotique, pornographique, sexuel, peu importe, qui sont réalisées de manière volontaire ou qui sont envoyés à des jeunes filles ou à des jeunes garçons alors qu'ils ne souhaitent pas être destinataires de ces contenus. Le terme aussi très polémique actuellement, la question du revenge porn, lorsqu'on se venge d'une femme parce qu'elle a fait quelque chose qui, a priori, en tout cas pour certains, nécessite d'être vengé. Donc ça, ce sont les contenus qui sont diffusés sans son consentement et qui donnent, dans la plupart du temps, lieu à des véritables campagne de lynchage, de déconsidération. Dans ce cas, la victime est coupable d'être victime et non seulement elle voit son intimité dévoilée sur les réseaux sociaux, mais en plus, elle est taxée de fille facile. Et puis voilà, c'est en général la double peine puisqu'elle n'avait pas besoin de poser nue ou de réaliser ses photos et cela ne serait jamais arrivé. Bon, voilà en gros pour la typologie. Concernant la répétition, donc dans le cas du harcèlement scolaire, c'est assez facile on va dire à qualifier. Bon, après, tout dépend à partir de combien d'insultes j'estime être harcelé, mais en tout cas, on sait que c'est quantifiable. Un élève est insulté à chaque récré scolaire, à chaque temps de récréation, sur plusieurs mois, sur plusieurs années, etc. En contexte numérique, c'est beaucoup plus difficile à appréhender parce que la répétition, elle vient parfois même du fonctionnement intrinsèque au web ou aux réseaux sociaux. Donc, deux possibilités. La répétition peut venir de la pérennité des traces numériques. Vous avez une image, justement intime qui est diffusée à l'insu d'une victime, un photomontage, une scène d'agression qui est diffusée. L'affaire a lieu pendant quelques semaines où ça tourne, ça circule, c'est commenté, c'est tweeté. On n'en parle plus. Et puis finalement, quelques mois, quelques années plus tard, les contenus ressurgissent à nouveau. Je prends souvent l'exemple de Laure Manodou. D'ailleurs, vous voyez, moi-même, en prenant cet exemple, je vais participer finalement peut-être de la rediffusion du contenu si quelqu'un a décidé d'aller googliser pour voir ce qui s'est passé plus en détail. Mais rappelez-vous, cette nageuse professionnelle avait été victime en 2007 justement d'un acte de porno-divulgation. Son compagnon ou ex-compagnon de l'époque avait diffusé toute une série de photos intimes qu'elle avait réalisées pour lui. Souvenez-vous que cela avait d'ailleurs mis fin d'une certaine manière à sa carrière puisqu'elle avait décidé de quitter le monde de la natation à ce moment-là. On n'entend plus parler des photos, l'affaire se tasse, elle réussit à retirer les photos du site où ces photos avaient été publiées initialement. On n'en parle plus jusqu'en 2016, date à laquelle le chanteur Booba sort une chanson dans laquelle il dit « Tu vaux rien » comme un selfie de la chatte à Laure Manodou.
Et ben, les photos ressurgissent par ce biais, puisque des gens se disent « Ah oui, c'est vrai qu'il y avait eu cette affaire », ou des personnes se disent « Mais c'est quoi cette histoire de chatte à Laure Manodou ?» Donc vous voyez, pérennité des traces numériques. Et rebelote en 2016, Laure Manodou subit encore une campagne de déconsidération parce que les photos en fait sont retrouvées et circulent à nouveau. Deuxième cas de figure, et là c'est assez intéressant à travailler en EMI avec les élèves, ou voire même dans le supérieur avec les étudiants, c'est la question de la fragmentation des actions. On peut jusqu'avant la loi du 3 août 2018, on pouvait très bien dire moi je n'ai pas cyberharcelé cette personne parce que finalement je l'ai insulté qu'une fois, ou j'ai juste liké une fois l'insulte. Et depuis cette loi, 3 août 2018, c'est la loi de harcèlement, contre le harcèlement de meute ou les raids numériques, qui nous dit que le fait d'avoir juste liké un contenu dans un phénomène où plusieurs personnes ont liké, partagé, etc., peut être considéré comme un fait de cyberharcèlement. Donc on a une photo qui est publiée une fois, la personne va vous dire je n'ai pas cyberharcelé puisque je n'ai pas répété, j'ai juste publié la photo une fois. Et en revanche, là, chacun d'entre nous, à chacun notre tour, on se met à liker cette photo. Vous voyez, elle est déjà likée une vingtaine de fois, une centaine de fois, etc. Ça fait écho à un slogan d'une journée de mobilisation nationale contre le harcèlement, le slogan de 2015 ou 2016, qui disait « liker, c'est déjà harceler ». Et ça, en fait, c'est intéressant, c'est un aspect très intéressant à travailler avec les élèves en montrant qu'on peut participer. Vous voyez que les choses peuvent vite nous dépasser en contexte numérique et que finalement on peut être accusé de cyberharcèlement pour avoir liké une seule fois un contenu. Pour l'intention de nuire, on sait que c'est pareil, c'est pas très évident. Ça, Dana Boyd, elle l'avait bien montré dans son ouvrage C'est compliqué. Parfois, on tweet, on relaie des contenus, des photomontages pour faire rire les autres et gagner en popularité. Et puis finalement, on sait qu'avec la viralité avec laquelle les contenus se propagent, ce qui était au départ une plaisanterie, pas très drôle, mais en tout cas qui était censé juste être une plaisanterie, peut se transformer en fait de harcèlement. On sait aussi, et on est peut-être nombreux à le faire, qu'on peut parfois liker par inadvertance ou relayer un contenu sous le coup de l'émotion. Et donc là, c'est la même chose. L'intention de nuire qui est plutôt très forte dans le cas d'un harcèlement scolaire au sein de la cour de récréation est moins, vous voyez, moins facile à identifier en contexte numérique. Quant à l'asymétrie des forces, on peut dire qu'elle est toujours de mise. Dès lors qu'on publie un contenu sur un réseau social ou en ligne, on sait que le contenu est vu par des personnes et peut être, par effet boule de neige, vu par 10, 100, 20, 1000 personnes. À chaque fois, c'est propagé dans des réseaux, sous-réseaux, etc. Bon, voilà un peu pour la définition. Les violences, j'en ai donné une typologie. On sait aussi, ça, la littérature a bien documenté la chose, que ces violences constitutives du harcèlement et du cyberharcèlement entre adolescents, je parle bien vraiment de ce que je connais, le harcèlement scolaire, ce sont des violences ancrées dans les préjugés, les stéréotypes, dans le sexisme, l'homophobie, le racisme, la grossophobie et plus généralement le rejet de la différence. Donc là, il y a aussi du travail à faire en EMI autour de la question des stéréotypes. Vous voyez, parce que finalement, quand on dit on lutte contre le cyberharcèlement, des fois on a tout dit, on n'a rien dit. Concrètement, on lutte contre quoi ? Je sais pas, on lutte contre le sexisme, on lutte contre l'homophobie, contre la grossophobie. On développe l'esprit critique des élèves, apprendre à réfléchir avant de publier, avant de relayer un contenu. Et il y a des choses comme ça qui peuvent se faire de manière croisée en EMI, en EMC. Ça peut aussi faire le lien avec la prévention contre les fake news, dont on sait qu'elles sont aussi ancrées dans les préjugés et dans des phénomènes où les affects et les émotions sont quand même assez importants. Bon, voilà pour la partie définitoire. Quand j'ai enquêté en milieu scolaire auprès des adolescents, je voulais savoir quelles étaient leur expérience et leur représentation du cyberharcèlement. Et donc, j'avais bien en tête ma typologie, qui s'est forcément affinée à mesure que j'enquêtais sur le terrain, que je lisais, bien sûr, des ouvrages, des recherches de collègues, etc. Et parmi toutes les enquêtes que j'ai faites, il y en a une que je peux restituer rapidement, c'est des entretiens que j'ai menés à plusieurs reprises auprès de 18 ou 19 élèves entre 2018 et 2020. Donc je les ai vus à plusieurs reprises. Certains étaient scolarisés en lycée professionnel, d'autres en lycée général et technologique.
Donc c'était le chiffre, c'était 18. Donc sur les 18, 3 avaient été victimes de cyberharcèlement. Donc là, je ne parle pas des phénomènes de harcèlement dans la cour de récré, vraiment sur les réseaux sociaux. Un jeune homme avait été victime d'insultes à caractère raciste sur sa chaîne YouTube. 2 jeunes filles avaient été victimes de pornodivulgation. L'une avait vu sa photo circuler sur un compte Ficha, avec toute la campagne de lynchage et de déconsidération qui en a découlé ensuite au sein de son collège et même de sa ville. Une autre a reçu des contenus à caractère sexuel de la part d'un garçon de sa classe à plusieurs reprises. Elle lui demandait d'arrêter, il n'arrêtait pas. Reprenons ces 3 victimes, tout ce groupe d'adolescents mis bout à bout, 14 sur 18, quand je les interrogeais sur le cyberharcèlement, me parlaient toujours, alors ce qu'ils appelaient les comptes fichables, certains disaient le revenge porn, les photos intimes, etc. 14 sur 18 avaient été témoins au cours de leur scolarité d'un fait de porno-divulgation. Les comptes Ficha sont revenus à plusieurs reprises. En 2018, c'était la grande mode dans plusieurs villes. Donc moi, j'ai enquêté dans le Grand Est, entre, vous voyez, la pointe des Ardennes jusqu'à la frontière allemande du côté de Sarreguemines. Donc j'ai fait, en gros, c'est l'académie de Reims et l'académie Nancy-Metz. Donc les comptes Ficha étaient présents dans plusieurs villes. Le fait de connaître une copine ou d'avoir eu dans sa classe une jeune fille dont la photo a été diffusée sur les réseaux sociaux est également revenu à plusieurs reprises. J'ai aussi découvert ce que les élèves appellent des dossiers. Donc ça, ce sont des garçons qui ont dans leur téléphone portable des dossiers sur des filles du collège et des dossiers qu'ils utilisent pour menacer ou qu'ils n'hésitent parfois même pas à partager au cours de certaines soirées ou dans certains contextes. Et l'autre cas concret que j'ai eu, donc ça c'est 3 élèves du même établissement qui m'en ont parlé, c'est un cas de ce que les anglo-saxons appellent upskirting, donc c'est le fait d'introduire son téléphone portable sous la jupe d'une femme ou d'une fille et de prendre une photo de son entrejambe. Donc ça c'était arrivé dans un des lycées où j'ai enquêté. Une prof d'allemand s'est abaissée pour corriger la copie d'un élève, un garçon a pris la photo de son entrejambe et la photo a circulé toute la journée sur Snapchat. Bon, vous voyez, c'était donc des cas de pornodivulgation assez intéressants puisque ça renvoyait à toute la petite typologie que je vous ai fait en introduction. Concernant l'impact, ou en tout cas les avis qu'ils avaient sur cela, plusieurs éléments, je vais faire ça en 2 minutes. Donc la première chose, c'est que bien qu'ils aient, à part les 2 jeunes filles qui ont été victimes, tout ce petit monde m'ont expliqué qu'être témoin, c'était aussi d'une certaine manière être une victime collatérale. Un jeune homme m'a expliqué vraiment la peine profonde qu'il a reçue qu'il a ressentie pour une de ses meilleures amies qui a vécu cela et la difficulté qu'il a eu à faire supprimer les photos. Il a essayé, il s'est rendu compte que c'était pas possible, le mal était fait. Une autre jeune fille a expliqué que quand du jour au lendemain, on voit une camarade de classe ou une copine être victime de ce genre de choses, c'est très difficile parce que voilà, on a une forte empathie pour elle et on vit les choses à travers elle. Les garçons se positionnaient de manière assez radicale. Alors comme je vous dis, il y a peut-être des billets. Moi, j'ai interviewé en tout 8 garçons, 10 filles. Bon, en tout cas, les garçons que j'ai rencontrés ont condamné fermement la pratique en me disant c'est pas normal, ça ne devrait pas exister, c'est un manque de respect envers les femmes, etc., etc. Les jeunes filles, elles, selon les jeunes filles et selon les personnes, certaines estimaient que la pornodivulgation, c'était simplement le fait de garçons, des garçons qui s'en prennent à des filles. D'autres filles disaient, mais attention, ce sont aussi des filles qui publient des photos sur les autres filles, parfois aussi, pour différentes raisons. Et une autre jeune fille m'a dit qu'il ne fallait pas aussi oublier les garçons, puisqu'elle savait que des garçons aussi envoyaient des photos intimes, et pouvaient également voir leurs photos diffusées, mais qu'on en parle moins parce que c'était moins sensationnel. Mais les garçons dont l'intimité est diffusée sur les réseaux sociaux peuvent aussi très mal vivre l'expérience, bien qu'apparemment le phénomène de lynchage qui arrive à la suite, quand c'est le cas d'une fille, est moins présent chez les garçons. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir dans le discours des filles, il ne faut pas non plus oublier les garçons qui peuvent être victimes, bien qu'on en parle moins. Enfin, en conclusion, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ou pas? Selon les discours que j'ai collectés, et même parfois au sein du même discours, du même élève, on voyait que les choses oscillaient entre fatalisme et envie de faire bouger les choses, avec un poids très important des stéréotypes agistes.
des élèves qui me disaient « mais moi, ma mère, elle m'a dit que de toute façon, nous les jeunes, maintenant, on est très méchants entre nous. Tout ça, ça n'existait pas à son époque. Nous, les jeunes, il n'y a plus rien qui peut nous choquer. » Enfin, vous voyez vraiment des choses très liées aux représentations qu'ils ont de leur propre âge ou tranche de vie qui est l'adolescence. D'autres pensaient que les actions de prévention qu'ils avaient, que ce soit les associations qui soient venues, les cours d'éducation média qu'ils avaient reçus, ne servaient à rien. Je peux citer 2 verbatims de tête. Ce que j'ai retenu de l'intervention, c'est qu'être méchant, c'est pas gentil. Ou une autre m'a dit, c'est pas avec une réunion qu'on va faire changer les choses. Alors leur solution, pour la plupart d'entre eux, parce que les élèves que j'ai interviewés, là, dont je suis en train de vous parler, je les ai retrouvés dans une autre enquête qui était l'enquête ambassadeur. Alors pas tous, mais certains, il se trouvait qu'ils étaient aussi ambassadeurs contre le harcèlement. Donc c'est un dispositif qui accueille des élèves qui se chargent de la prévention du harcèlement, enfin qui sont censés mettre en place des actions de prévention au sein de leur établissement. 65% des ambassadeurs que j'ai rencontrés avaient été victimes de harcèlement scolaire et indiquaient, en tout cas parmi les motivations qu'ils m'avaient indiquées, le souhait de prendre en charge eux-mêmes les activités de prévention, le fait qu'ils trouvent que les adultes, alors ça c'est parents ou profs confondus, ne font pas assez de choses, et surtout l'idée des 65% de victimes, pour eux c'était un bon moyen de dépasser leur statut de victime, de ne pas rester dans la passivité, de prendre part à la prévention et de donner aux autres ce qu'ils auraient aimé recevoir à l'époque où ils étaient elles-mêmes victimes de harcèlement. Voilà en gros dans les grandes lignes. Parfait, merci beaucoup pour cette maîtrise exceptionnelle du temps imparti. C'est parfait. Donc justement, quand on est victime ou quand on est témoin aussi de situations de ce type-là, le premier réflexe, c'est de signaler voilà, ces activités peu reluisante à la plateforme. Et donc, là, Sophie va nous présenter aussi un petit peu les comportements des jeunes par rapport à ces possibilités de signalement en fonction de ce qu'ils connaissent de leurs propres possibilités, droits, et ensuite ce qu'ils pensent effectivement des réponses apportées par les plateformes une fois qu'ils ont signalé des contenus peu reluisant. Et après, Jean-Marc suivra, mais je ferai une petite transition. Voilà, merci beaucoup Inès. À vrai dire, ici, on se bat entre des connexions très compliquées et mon ordinateur qui a l'air d'être infecté de virus. Donc voilà, mais on continue parce que justement, on est sur des enjeux importants. Alors, je ne vais même pas essayer de changer ce mode. Voilà, donc c'était... il ne veut pas changer. Ça, c'est compliqué. Cette flèche-là? Non, il ne veut pas. Ok. Attendez. Voilà. Bon, très bien. Ok, s'il ne va pas trop vite. Alors, sur quoi nous allons rebondir par rapport à la présentation de Bérangère Stassin sur le cyberharcèlement, c'est que effectivement, je trouvais ça bien qu'on puisse vous entendre parce que voilà, c'est quelque chose quand vous dites, même si votre échantillon est très petit, mais voilà, sur 18 jeunes pris plus ou moins au hasard, on en a quand même les 2/3 qui ont été exposés à des images qui relèvent de cyberharcèlement. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire sachant que le cyberharcèlement est devenu un enjeu quand même aussi de politique publique un peu important, sur lequel à la fois les pouvoirs publics et puis les plateformes numériques sont censées être particulièrement vigilantes et mobilisées, c'est assez
précieux de pouvoir entendre ce que les adolescents, dans le cadre de l'enquête Ado Privacy, ont pu nous dire. Et je pense que ça sera aussi un élément important pour demain, pour mettre en perspective les propos qui nous seront tenus demain quant aux engagements des plateformes en matière de modération, de lutte contre les discours de haine, et dont fait partie maintenant le harcèlement également. Nous avons évoqué à plusieurs reprises dans la journée le fait que les jeunes connaissaient un certain nombre de recours quand ils sont en difficulté, même si nous avons aussi souligné le fait que certains recours étaient plus ou moins compliqués selon l'accompagnement, et particulièrement l'accompagnement parental, puisque en fait, ce qui est apparu, et c'est assez convergent avec d'autres enquêtes que nous pouvons mener, quand les jeunes sont vraiment en difficulté, c'est quand même les parents qu'ils ressentent comme étant leur ressource principale. Alors, les recours connus, c'est d'abord, certains disent, on peut oublier. Et puis ensuite, on se dit, oui, oublier. Alors, il y a aussi des garçons qui disent, oui, mais on prend ça, on prend ça avec distance, etc. Mais quand les situations sont graves, en fait, l'oubli, c'est juste une façade, et la réalité, c'est plutôt une réalité traumatique qui vient répéter et qui, voilà. On essaie de régler le problème à l'amiable. Pourquoi ? Parce qu'il y a une crainte aussi. On est sur des rapports de force, évidemment. Derrière les phénomènes de harcèlement, c'est des rapports de force, c'est des rapports de domination. Et donc, s'opposer à cela, c'est se mettre aussi en danger, et y compris de façon, sur le numérique. Donc, régler le problème à l'amiable, c'est au mieux. C'est peut-être la situation que Gaël et Naf trouverait la meilleure, nous aussi, mais c'est pas toujours facile. Bloquer le compte, c'est quelque chose qui a été évoqué aussi très largement par les jeunes. Voilà, on bloque le compte et on signale sur la plateforme, ou bien on en parle, et dans les cas rarissimes, on dépose plainte. Alors, le signalement, ce qui est intéressant, c'est que c'est une pratique qui est devenue vraiment de plus en plus répandue, y compris dans les milieux populaires. Et ça, c'est quelque chose qui est avéré dans de grandes enquêtes quantitatives, que ne sont pas la nôtre, où on voit l'évolution, ne serait-ce que dans les EU Kids Online, on voit que entre 2018 et 2022, les pourcentages d'utilisation du signalement ont beaucoup augmenté. Et en France, on voit aussi dans le baromètre du numérique, donc il y a une grande enquête faite par le Crédoc pour l'Arcep, que le signalement est particulièrement utilisé par les personnes des bas revenus. Ça nous dit des choses quand même sur les risques et la façon dont les risques ne sont pas répartis de façon équilibrée dans la population. Alors, attends, pardon. Est-ce que c'est... J'ai l'impression que ça allait un peu vite. Voilà. Donc, c'est une pratique, le signalement, qui est entrée dans les mœurs. Hop. Les jeunes sont néanmoins très inquiets. Donc là, ce dont je veux vous parler, c'est à la fois de leur utilisation des recours, mais aussi de leurs inquiétudes vis-à-vis des plateformes et de la manière dont ils perçoivent le fonctionnement des plateformes et le respect par les plateformes de leurs droits, que ce soit le droit au recours, que ce soit le respect de leurs données personnelles. En fait, ils sont inquiets. Donc là aussi, on voit, c'est une jeune fille qui est en 3e, mais dans une classe média. Donc elle a le temps de réfléchir à la manière dont les plateformes récupèrent ses données personnelles. Et elle dit, voilà, je sais que mon téléphone, il sait où j'habite, il sait quel âge j'ai, il sait que si je suis une fille, un garçon, etc. Il sait ce que j'ai dessiné, il sait... Bon, donc, cette prise de conscience de l'ampleur de la récupération des données, y compris par le smartphone, qui est un objet connecté parmi d'autres, est quelque chose de particulièrement décourageant, d'ailleurs, vis-à-vis du respect des droits.
mais aussi parce qu'on ne sait pas trop ce que les entreprises font pour éventuellement dépersonnaliser aussi ces informations. Voilà. Et on aimerait être mieux informés. Les objectifs de transparence du DSA pourraient être utilisés aussi peut-être vis-à-vis de ces entreprises-là. Récupération massive aussi par le moteur de recherche. C'est-à-dire, s'ils y réfléchissent, ils se disent, mais oui, je me rends compte, et ils se rendent compte aussi, par leurs expériences, de la circulation des données entre leurs activités sur Google et leurs activités sur Instagram. Je cherche quelque chose sur Google et j'ai la pub sur Instagram. Tout ça, c'est stocké. Donc là, vous voyez, on est sur une classe plutôt, on va dire, classe moyenne favorisée, mais une jeune qui est relativement jeune, hein, qui a 13 ans, et qui dit, voilà, il faut faire attention à Google. Le téléphone, ça suit notre vie. Les gens pourraient avoir accès à notre vie privée. En même temps, ça reste très flou, mais il y a une inquiétude vis-à-vis de Google. Nous disions aussi que c'était un point qui n'était pas du tout abordé par les formations sur la privacy. Flou également et inquiétude sur le stockage des données. Est-ce que où sont stockées les données? Ça reste très très flou au niveau du collège. Hein. Et ensuite, il y a une inquiétude ou une réassurance selon qu'on se dit que c'est stocké en France, en Europe ou aux États-Unis. Et donc, il y a une petite appréhension du fait que la réglementation n'est pas la même aux États-Unis et que c'est peut-être mieux en France, mais voilà. Inquiétude donc liée au profilage, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, hein, et à l'échange de données entre les différentes plateformes. Voilà, donc c'est quelque chose qui a été observé par Tiana, Elsa et Peter en milieu social favorisé, mais surtout dans une classe média. Et c'est ce que l'expérience aussi leur apprend quand ils ont le temps. On se posait la question ce matin de savoir s'il y avait des compétences qui pouvaient être développées dans les classes populaires aussi, ou une prise de conscience dans les classes populaires des enjeux. Et je trouve que Chimie tient un propos qui est intéressant, justement. Donc Chimie n'est pas dans une classe média et elle réfléchit au fait à ce que signifie le profilage. Et à ce que ça signifie, c'est-à-dire on me profile pour me vendre des produits alors même que j'ai 14 ans, que je n'ai donc pas de carte bleue. Je trouve que son raisonnement est très intéressant. Vraiment, je suis désolée. Ils disent oui, à partir de 13 ans, on peut revendre vos données, mais à partir de 13 ans, vous croyez que dans quel pays tu as le droit d'avoir une carte bleue, s'il vous plaît. Voilà. Donc, c'est aussi comme ça, moi, que je vois la manière dont la réflexion sur la vie privée et le droit à la vie privée sur les espaces numériques peut avoir une dimension politique. C'est qu'on voit bien que si on permet aux jeunes, y compris dans des milieux dans lesquels ils sont moins aidés par leurs parents, qui aiment moins les grandes réflexions géopolitiques en général, ou politiques tout court d'ailleurs, en tout cas sur des questions qui peuvent paraître abstraites aussi, on voit que si on donne des espaces de réflexion et quelques éléments, outils, ça permet de réfléchir. Et moi, je trouve que cette jeune fille formule fort bien des interrogations tout à fait justifiées. Quand ils réfléchissent à la manière dont les règles leur sont formulées et auxquelles ils peuvent avoir accès en termes de contrôle de leurs données, donc ils pensent au CGU, bien sûr, conditions générales d'utilisation, ils pensent à ce qu'ils ont pu percevoir du fonctionnement des plateformes. Alors là, on est plutôt chez des... Voilà. On n'est pas que sur des jeunes favorisés, mais Bob, on a déjà évoqué Bob, donc qui était en terminale, plutôt une classe favorisée, parent cadre, lui dit les règles devraient être bien plus sévères. Alors ça, c'est assez emblématique ce qu'il dit sur les CGU. D'ailleurs, les adultes disent un peu la même chose. Parce que là, comme ils disent, les conditions d'utilisation, qui font 3000 pages écrites en tout petit que personne ne lit, où tout est dit sur la vie privée des personnes, juste en cliquant sur un bouton, il n'y a pas vraiment de règles. C'est-à-dire le sentiment que, même en terminale, encore une fois, cette classe-là, c'était justement une classe DGEMC, donc grands enjeux du monde contemporain avec du droit, l'impression que...
en fait, ils n'arrivent pas à percevoir quelles sont les règles que les plateformes respectent. Et d'autre chose, c'est le fonctionnement de Snapchat qui est mis en cause là par Oriane en 3e et qui dit que sur Snapchat, normalement, on ne devrait être contacté que par les personnes que l'on connaît, dont on connaît les numéros de téléphone, etc. Or, ce n'est pas ce qu'elle vit, hein. Y a des personnes qui te trouvent et qui t'ajoutent. Et donc, elle ne comprend pas comment c'est possible, ce qui pose une question sur la manière dont fonctionne Snapchat. Sur la modération, donc les jeunes ont une expérience de la modération parce qu'ils signalent, et donc ils s'attendent à ce que des contenus soient supprimés. Et leur appréciation, elle est plutôt négative, même si parfois ils comparent. Il y en a qui disent oui, TikTok supprime davantage de... Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de les croire sur parole, mais leur expérience, leur sentiment, c'est de dire sur TikTok, il y a moins de violence, alors que sur Instagram, il peut y en avoir davantage. Bon. Voilà, donc Yanis, lui, dit que sur YouTube, on peut signaler 1000 fois une photo, ça ne la supprimera jamais. Bah oui, parce qu'en fait, ça dépend du motif de la demande de suppression. Et ça, apparemment, voilà, c'est des choses qui n'apparaissent pas directement, en tout cas, qui n'a pas complètement comprises. Ce qu'ils ont compris, en revanche, sur plusieurs terrains, c'est que si on veut supprimer un contenu sur Instagram, il faut être plusieurs et le demander en meute. Alors, c'est problématique aussi, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir compris qu'il fallait que le contenu soit vraiment problématique, ils ont compris que c'était l'effet de groupe, et très probablement que c'est ça qui fonctionne par rapport à l'algorithme, hein, l'effet de groupe qui permet de retirer. D'autres disent que sur TikTok, le TikTok ne supprimerait pas l'accès aux personnes qui ont été signalées, mais il bloquerait seulement leur accès quelques jours, ce qui permet à la personne de récupérer le même contenu et de le republier sur un autre compte. Donc ça, c'est des choses qui nous ont été dites plusieurs fois. Autre chose, et là c'est un point qu'on va évidemment porter demain, c'est que les plateformes n'informent pas. Les jeunes signalent, mais ils n'ont pas de retour, ils n'ont pas d'infos. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a été pris en compte ou pas? Autre problème de mauvaise information, des jeunes qui se sont fait bannir de TikTok. Alors Coco, elle a 12 ans, elle pourrait peut-être penser que c'est à cause de son âge et que TikTok, qui utilise la reconnaissance faciale, a peut-être vu qu'elle n'avait pas l'âge autorisé par TikTok. Ensuite, d'après la majorité numérique, ce qui n'a pas été dit tout à l'heure, c'est que en plus, la loi sur la majorité numérique n'empêche pas du tout Coco, si elle a l'accord de ses parents, d'être inscrite sur TikTok à 12 ans. Mais ce qui est aussi... voilà. Bref, une des complications de cette loi. Mais en tout cas, Coco, elle ne se dit pas ça et elle s'est fait bannir et elle ne sait pas pourquoi. Oui, bah écoutez, c'était principalement ces remarques-là qui sont assez précises, qu'il faudrait sans doute, comment dire, dont il faudrait certainement poursuivre le recueil, hein, en fait. Hein. C'est-à-dire où passent toutes ces observations, ces petites observations. Est-ce qu'elles ont lieu dans d'autres lieux? Est-ce qu'on pourrait les recueillir pour en faire une matière, justement, pour un signalement plus collectif, justement, hein, une action collective permettant la mise en œuvre de principes élémentaires d'information et pour donner un peu d'efficacité aux dispositifs qui sont avancés, qui sont mis en valeur par les grandes plateformes et dont on ne voit pas toujours l'efficacité. Merci beaucoup, Sophie, pour cette intervention qui souligne bien aussi que les adolescents expriment justement l'opacité, hein, à laquelle ils sont confrontés quand ils essayent justement d'interagir avec les plateformes ou différents algorithmes, hein, sur les choix qui sont faits et les réclamations qui sont les leurs. Donc Jean-Marc maintenant va nous poser une question quand même très importante, c'est qui est responsable, hein, des atteintes à la vie privée du point de vue des utilisateurs, là aussi, et va déconstruire un concept qu'on connaît bien en sciences de gestion, mais qu'on utilise peut-être un petit peu trop facilement, qui est cette idée du privacy paradox. Et donc je te remercie beaucoup pour ces précisions conceptuelles en tout cas. Merci. Oui, alors c'est vrai qu'à écouter toutes les présentations qu'on a eues aujourd'hui, on se demande comment un concept comme le privacy paradox arrive encore à survivre. Parce qu'on
on accumule quand même un certain nombre de données qui montrent qu'effectivement, certes, les adolescents ont une inquiétude à l'égard de leurs données privées, les partagent sur les réseaux sociaux, mais ça ne veut pas dire qu'ils consentent à ce qu'on utilise leurs données. Je vais y revenir. Si on regarde un petit peu là, je vous mets simplement quelques chiffres très rapidement. On voit que les motifs d'inquiétude sont, je vous ai mis les principaux qu'on a récoltés dans l'Observatoire des pratiques numériques en Normandie avec Sophie GL. On voit qu'effectivement, il y a un certain nombre de motifs d'inquiétude qui ressortent, alors certes avec des effets de genre qui sont assez clairs, on les avait déjà évoqués, et quand on les met en regard des problèmes que les enfants disent, enfin que les adolescents disent avoir rencontrés, on s'aperçoit qu'il y a un delta assez important. C'est-à-dire que les pourcentages sont quand même passent quand même du simple au triple pour certains sujets. Mais dans le même temps, quand on leur pose simplement la question « Est-ce que vous avez déjà rencontré un problème sur Internet ?», on n'en a qu'un tiers qui dit « Non, je n'en ai pas rencontré ». Et quand on leur demande s'ils ont déjà signalé un problème sur les plateformes, eh bien, presque les 3/4 disent l'avoir déjà fait au moins une fois. Donc c'est un vrai sujet, et ça ne veut pas dire qu'on voit bien avec quand même 3/4 des adolescents qui disent avoir signalé un problème, qu'ils acceptent cet état de fait aussi simplement. Alors ce privacy paradoxe, pour ceux qui ne sont pas au courant, mais maintenant on va commencer à l'être un peu tous, c'est ce paradoxe qui existe entre le fait que les utilisateurs font rarement l'effort, en tout cas c'est ce qui est avancé comme motif, rarement l'effort de protéger leurs données, si tant est qu'ils aient un total contrôle sur cette protection des données, et dans le même temps déclarent avoir une inquiétude particulière à l'égard de l'utilisation de leurs données privées. C'est un concept qui a été largement développé, qui a suscité de nombreuses explications. La première, c'est une explication plutôt de type rationnel, avec un calcul coût-bénéfice, qui fait qu'on avance l'idée que si les gens partagent leurs données, c'est parce qu'ils n'ont pas bien évalué le risque au regard du bénéfice qu'ils ont à utiliser le réseau. Ça, c'est une des explications. L'autre explication, beaucoup plus construite et beaucoup plus ancienne, parce qu'elle n'est pas spécifique aux réseaux sociaux, c'est l'idée, ce qu'on a appelé la théorie du prestataire, qui consiste à voir l'utilisation des réseaux comme un contrat, dans lequel l'individu accepte de partager ses données au motif qu'il utilise la plateforme. Cette conceptualisation-là vient justifier le fait que les plateformes aient le droit d'utiliser les données dans ces contextes-là, puisqu'elles offrent le service en retour. Sauf que, y compris dans un certain nombre de travaux autour de cette théorie, on souligne bien l'asymétrie qui existe entre la plateforme et l'usager dans l'utilisation et dans le contrôle de ce contrat et des différents termes de ce contrat. En l'occurrence, que les termes du contrat ne sont rédigés que par la plateforme elle-même. Et à aucun moment, l'usager n'a la main pour pouvoir dire quoi que ce soit. Les quelques données qui viennent supporter ce privacy paradoxe le sont, et ce n'est pas très étonnant, essentiellement dans le contexte du commerce électronique, pas dans l'usage des réseaux, et encore moins dans l'usage d'autres types de plateformes. De mon point de vue, le psychologue que je suis, moi, a plutôt tendance à regarder ce privacy paradoxe à l'aune d'une dialectique tout à fait indispensable dans la communication humaine, qui est cette nécessité en permanence, pour pouvoir exister en tant qu'individu social, d'avoir à s'exposer en même temps qu'il a à se protéger du regard de ceux qui pourraient penser que ce qu'il dévoile peut être problématique. C'est cette dialectique intimité-extimité qu'avait très bien développé Tisseron
dans différents de ces articles. J'en ai cité l'un en référence, mais il y en a plusieurs. Et cette dialectique-là est tout à fait essentielle. Et elle permet de comprendre pourquoi on va sur ces réseaux-là. Parce qu'il faut exister aussi, socialement, à l'égard des autres. Et dans le même temps, on voit bien qu'on a une certaine prise de risque, non pas à l'égard de la plateforme, parce qu'en général, ça c'est un sujet qui disparaît, mais à l'égard des gens qui vont recevoir l'information. Et ça, effectivement, c'est des choses tout à fait essentielles. Alors, moi, ce que j'ai voulu regarder, parce qu'il y a quand même aussi ce fantasme que chez les utilisateurs, la plateforme n'est pas, n'est pas reconnue comme étant responsable, en quelque sorte, des situations de dévoilement. Et j'ai voulu essayer de regarder si on pouvait vraiment retrouver ça dans les jugements de responsabilité que les utilisateurs ont. Alors, je n'ai malheureusement pas de données sur les adolescents, mais j'ai quelques données sur des adultes plutôt jeunes. Alors, la moyenne ici, vous voyez, est de 34 ans, mais j'ai les 2/3 d'échantillons qui ont moins de 25 ans. Donc, on est quand même sur des adultes qui sont quand même relativement jeunes. Ce que j'ai utilisé pour évaluer ça, c'est une situation assez classique en psychologie cognitive, qui consiste à construire des mini-scénettes, comment dirais-je, un petit texte qui explique une situation, en faisant varier un certain nombre de paramètres de ces situations-là, et en les faisant varier de manière systématique, c'est-à-dire qu'on construit le plan factoriel qui correspond à la combinatoire de tous ces éléments-là. Ce qu'on a fait varier, c'est l'importance du préjudice, c'est la connaissance de l'auteur. Est-ce qu'on le connaît? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît? Est-ce que c'est pas quelqu'un qu'on connaît? Le comportement de la victime, est-ce qu'elle a été simplement négligente ou est-ce qu'elle a été imprudente? Et puis, la réaction de la plateforme qui était décrite comme ignorant le problème, ne répondant pas, ou renvoyant simplement aux conditions générales, ou proposant une solution à l'internaute. Et donc on a demandé au sujet d'évaluer la responsabilité de la victime, la responsabilité de l'auteur et la responsabilité de la plateforme. C'est ces trois évaluations-là qui sont prises. Première observation, on a une corrélation positive directe, négative directe, entre la responsabilité de la victime et la responsabilité de l'auteur. Autrement dit, quand l'une augmente, l'autre décroît. Okay. On a également une corrélation, celle-ci positive, entre la responsabilité de l'auteur et la responsabilité de la plateforme. Quand l'une augmente, l'autre augmente aussi. Okay. Et on a ce qu'on appelle un effet de médiation qui est en fait une corrélation indirecte entre la responsabilité de la victime et la responsabilité de la plateforme. Okay. C'est-à-dire que cette relation-là est médiée par la responsabilité de l'auteur. Autrement dit, la responsabilité de la plateforme va varier en fonction de la responsabilité de la victime, modulée par la responsabilité de l'auteur. On retrouve ce que je disais précédemment, et c'est tout à fait cohérent. Et quand on regarde chacun des facteurs, ce qu'on voit, c'est que la responsabilité de la victime, elle décroît avec l'importance du préjudice, parce que là, rien de bien nouveau dans les évaluations de responsabilité, c'est très traditionnellement ce qu'on retrouve, y compris chez les enfants. La connaissance de l'auteur est un élément qui, diminue la responsabilité de la victime, parce que si elle subit un préjudice de quelqu'un qu'elle connaît, on considère qu'elle a été abusée. Si c'est quelqu'un qu'elle ne connaît pas, ça veut dire que simplement elle n'a pas été suffisamment prudente. Bien sûr, le comportement de la victime est un élément de nature à augmenter sa responsabilité si elle se trouve particulièrement imprudente. Et on a une interaction entre la responsabilité de la victime, tous ces éléments-là, et puis la réaction de la plateforme. Du point de vue de l'auteur, chacun de ces éléments augmente bien sûr sa responsabilité. Si le préjudice est important, il se trouve plus responsable. S'il connaît la victime, eh bien, il est aussi beaucoup plus responsable, jugé beaucoup plus responsable. Et si la victime
est imprudente, il est aussi reconnu comme plus responsable, en quelque sorte parce qu'il a abusé de la situation de faiblesse de sa victime. Et la plateforme n'est absolument pas dédouanée dans les représentations de nos sujets. Lorsque le préjudice augmente, la responsabilité de la plateforme augmente, y compris lorsque l'auteur connaît la victime, parce qu'elle a rendu possible ces situations-là. Sur le comportement de la victime, il n'y a pas d'effet. En revanche, plus la réponse est importante, moins sa responsabilité se trouve engagée. Autrement dit, on a bien effectivement cet effet-là. Et ces trois effets-là se combinent de façon assez cohérente dans l'ensemble de nos données. Donc, on a des résultats qui sont tout à fait congruents avec ce qu'on trouve dans la littérature, à la fois ce qu'on trouve chez Homer et Anderson, qui m'ont inspiré là, pour cette manip. On retrouve les résultats tout à fait analogues, et on retrouve aussi, ces résultats sont aussi tout à fait congruents avec d'autres études sur les jugements de responsabilité dans différents types de situations. Ce qu'il faut en retenir, je pense, c'est que les individus ne dédouanent à aucun moment, on le voit dans chacune des 24 situations qu'on a étudiées, à aucun moment ils ne dédouanent la plateforme de sa responsabilité. Ils ont bien une perception de la responsabilité de la plateforme. Alors certes, l'étude qu'on a fait présente un certain nombre de limites. On l'a fait uniquement sur des situations de dévoilement d'informations privées ou de photos sur les réseaux sociaux. On aurait intérêt à la répliquer dans d'autres situations. Je pense que ce serait tout à fait intéressant. Le préjudice était le seul fait dans les situations qu'on présentait de la part d'un auteur qui n'était pas la plateforme. Je pense qu'on aurait aussi intérêt à répliquer l'étude en impliquant la plateforme, notamment en mettant en scène les situations d'utilisation des données privées, pour regarder ce que ça donne. Et je pense qu'on aurait effectivement là des confusions de responsabilité avec une augmentation. On peut s'y attendre de façon tout à fait certaine de ces choses-là. Donc ça illustre effectivement le fait que ce privacy paradoxe, s'il continue à exister, on se demande pourquoi, parce que les sujets à aucun moment n'acceptent de partager leurs données. Du reste, je vous l'avais mis, mais peut-être que je suis passé un peu juste avant, ou est-ce que je vous l'avais mis ? Vous l'avez mis là. Okay, accepter de partager ces données, ce serait à peu près comme si on acceptait, lorsqu'on prend le volant, d'avoir un accident. Comme si avoir un accident était normal lorsqu'on prend le volant. Ce serait ça, accepter de partager ces données sans impliquer la responsabilité de la plateforme, de mon point de vue. Et je pense qu'effectivement, ça constitue un élément qui est quand même un élément fort pour remettre en cause cette idée de privacy paradoxe. Je continuerai à revenir dessus chaque fois que j'en aurai l'occasion, parce que quand même, je me dis que ça continue à avoir la peau dure. C'est quand même quelque chose d'étonnant dans nos sciences. Enfin, je pense qu'il y a d'autres raisons que des raisons scientifiques qui font que ce concept a la peau dure, mais on pourra y revenir une autre fois. Oui, voilà, merci beaucoup Jean-Marc pour ces précisions. Et effectivement, il y a sûrement beaucoup de raisons idéologiques qui prouvent que ce concept perdure. Oui. Mais le fait que les jeunes ou les jeunes adultes reconnaissent une responsabilité de la plateforme, ça fait un lien direct vers le travail de Tijana Milosevic, que nous avons le plaisir d'accueillir. Donc, elle travaille au Centre de lutte contre le cyberharcèlement à Dublin. Et justement, elle va nous présenter une recherche menée à la demande de Meta, pour concevoir des systèmes d'intelligence artificielle qui tiennent à la fois compte des avis des enfants sur le signalement et le type de modération qu'ils souhaiteraient, ou en tout cas, ils ont réagi à différentes situations expérimentales sur différentes formes de modération, et aussi, évidemment, que cette modération qu'on leur propose soit respectueuse de leurs droits. Children's Rights, puisque vous connaissez tous la Convention internationale des droits de l'enfant,
Donc, je laisse Tijana présenter ce travail auprès de jeunes enfants. Thank you. I'm obviously going to speak in English. I wouldn't want to butcher French, but I'll just let you know then when to go to the next slide because I have no control of the slides. Is that okay? Okay. Well, first of all, thank you so much for inviting me. And this was very helpful and interesting for me to listen to your excellent presentations. And this really builds on what has been said previously, both in terms of moderation and the effectiveness of moderation, and also, of course, about privacy. We did a study that was funded by Meta, and this was done in the DC Anti-Bullying Center and ADAPT Science Foundation Ireland. We wanted to actually see these new ways of moderation, which are based on artificial intelligence. How much do actually young people know about these? And what are their perceptions about the effectiveness of this new, or at least newer type of moderation? And also, what are the privacy implications in their view about this process? So next slide, please. So you've heard a lot about cyberbullying definitions already, so I'm not going to go into that. You heard an excellent overview in the beginning. And you've also heard about the reactive moderation, which means that when there is a harassment or a bullying case that violates the terms of service or community guidelines, which are the company's policies, which stipulate what is allowed on the platform and what is not allowed on the platform, the child can, of course, report this to the platform, and then it goes to the moderation process, which ideally has a human, but more and more, because there is so much content that is being shared on the platforms, more and more companies are relying on what they call artificial intelligence, which are advanced forms of machine learning and really neural networks that are being applied to analyzing the content that is being reported as well. There's a lot of pressure on companies. And you may have heard also that recently a lot of large companies have really laid off a lot of their staff to cut costs. And a lot of this has been in the field of safety. So a lot of the moderators or just safety staff had to go, which has a negative impact on really platforms' performance and ability to actually moderate this content. So artificial intelligence is becoming more and more important. And platforms, you may have seen these, especially the large platforms, what in the Digital Services Act is termed as the very large online platform, VLOPs. They have these transparency sections on their sites where you can see the rates of proactive content moderation. So what does this mean? So before anyone clicks report, the company uses artificial intelligence to detect this, and they tell us what percentage of all, for instance, bullying content was detected and taken down or sent to moderation before it was reported by anyone on the platform. So ideally, when this is used, a user does not even get to see cyberbullying. And so we wanted to ask children how much they know about this process, and even if they don't know about this process, what is their perception of the effectiveness of this process and the implications for their rights? Why is this important? Well, you all know about the UNCRC, the UN Convention on the Rights of the Child, which applies in a digital environment after the general comment. It's an effort that was also largely spearheaded by Professor Sonia Livingstone at LSE. And so the children have the right to protection, and being protected from cyberbullying is one of those rights, because if they do not feel safe, then this infringes their other rights, which is the right to participate in these online environments, which can be risky, but they can benefit them in other ways. They are places where they can get to experience leisure, where they get to socialize. So there are benefits to being on social media platforms. So it's extremely important that that these interventions that platforms are developing are taking into account the balance of children's rights. So when content is taken down, is there a right to appeal? And we also notice that sometimes when content is taken down, children have no idea why it's been taken down, and if the appeals process is not working very well. And all of this also, as it was said, has implications for privacy. So for instance, when AI is being used to proactively monitor content, it is not entirely clear how this actually works. Is this working only on publicly shared data? Are direct messages, where there is a greater expectation of privacy, also scanned? And what happens in those cases? What happens when someone shares a piece of content
only with a limited set of friends? Is that also monitored? And when we tried, as part of this project, to interview several companies, we were able to receive very limited answers to these questions that companies were willing to sort of publish, to allow us to publish. So we asked the following sort of research question. So how can we really design AI-based proactive moderation? And I say proactive because it works before anyone reports it, so versus the traditional moderation, which is reactive. So how can we design really effective moderation that is effective from children's perspective, and then takes into account the balance of children's rights to protection on the one hand, but also privacy and freedom of expression on the other. So as not to overly take down content that is actually legitimate and that does not violate these their rights. So how can we actually leverage children's feedback is the second question to optimize these interventions. And this is what we actually try to do. So next slide, please. So what we did is we designed a set of hypothetical, and I'm going to show you these. We designed a set of hypothetical interventions, which were based on research, so these are not available on platforms. These are based on previous research that was done by some of the platforms. For instance, Facebook collaborated with Yale and with Berkeley to develop something called social reporting, which allowed really children to really have pre-designed messages with which they could ask someone politely to take content that is hurtful, to actually take it down. So we took some of these examples, and we also we did a literature review, and we saw what are some of the interventions that work with offline bullying and cyberbullying as well. And one of these is peer support. So we proposed to children, and then we asked them for their feedback. We proposed whether they might consider, what would they actually think if they were able to nominate someone who is a peer supporter. So once you create an account, for instance, on TikTok or on Instagram, you could choose a person who is your support contact. This could be your peer, but it could be an adult, it could be a parent, it could be even someone who doesn't have presence on that social media platform. And that person would then be contacted automatically when artificial intelligence proactively detects cyberbullying of you. So once you're targeted, that person could be automatically asked to help you, either by contacting the perpetrator, asking them to take it down with a pre-made message, or, for instance, by reporting the content to the platform, or just by reaching out to you and giving you support that you need, which is psychological support. And all of this could be anonymous, so no one else would know that you have this peer support content. This was one, and I'll show you this because we designed what this would look like on Instagram, TikTok, and another platform, and then we showed it to children. Another option was, you've heard previously about bystanders. Those are the children who actually witness an incident, but they are not directly necessarily participated. And from then on, they could either try to help the victim or the target by getting involved in some way, or they could remain, because they can't sometimes help, this could impact them negatively. They could stay quiet and do nothing, or the alternative that we want to avoid, they might actually support the perpetrator, right? And that's what we want to avoid, definitely. So we designed this intervention where, for instance, bystanders who are detected by AI to have witnessed a case, so they may have seen a mean, hurtful comment, for instance, and then they get a notification saying, this was a case of potential cyberbullying. Would you like to help the target, either by reporting this content or by contacting the person, the target, and offering them support? So we asked children, what do you think about all of these cases? We also had an option where we were building on this previous research, which tried to involve schools in a constructive way. So according to this program, every school in Ireland would have an option to have an official account, for instance, on Instagram, and children could sign up and link to that official account. So once actually something happens to them, and if AI detects it, the school could be automatically involved through that professional account within the school. And this builds on various types of reporting that social media like Facebook have tried to do in the past in the United States, for instance. And we can go to the next slide now. Thanks.
So I'm going to show you. So these are, we designed, so we conducted research in Ireland, and we asked children aged 12 to 17 through focus groups and in-depth interviews for feedback on these suggestions that were designed based on previous research. So we use this tool called Figma, which it's just a design software where we designed what this all that I just told you about would look like on TikTok and on Instagram and on another platform called Trail, which I won't go into right now. So on the right, for instance, you have a very interesting case where you see these 3 girls where there are 4 girls that are tagged in the photo. This actually is an example of exclusion, which is a more subtle relational type of bullying, which is more difficult to detect by AI technologies. So when you have just hurtful comments, which are obviously hurtful because they might have slurs or they're like directly targeting someone, those are easier to detect by AI. But when you have more subtle texts like irony, or for instance, when you have cases where someone is being excluded from a group, it's more difficult to actually detect by AI. So this case actually shows what Instagram reported a few years ago was a very popular way to bully among teen girls. So for instance, this is an example where 3 girls decide not to invite the 4th one to an event. It could be a picnic, it could be a party. And then they take photos from that event and they post it as an Instagram story or a post on Instagram. And they tag the girl who was excluded on purpose to show her performatively, visibly on the platform that she was actually excluded. So this is a very subtle, I mean, you might argue that it's not subtle at all, but it's a more subtle way, and it's exclusion. And it's a relational form of bullying, which is more, according to some research, it's more present among girls. And so how would actually AI detect this? Well, one way to actually detect it could be they are using facial recognition technologies. And you have probably seen that if you want to tag someone, if you have a photo, you might get suggestions as to who to tag because of the facial recognition. So they might actually use some of these tools to actually figure out that there are more people that are tagged in a photo than are actually present in the photo. And to detect if this is such a popular way to bully as Instagram reported, then this might be a suspicious case. On the other hand, talking about the dangers for freedom of expression, very often people tag the person who is not present in a positive way to show them, hey, we miss you. We were here and we were doing this, and then they tag them. So it's not that easy, right? It requires human level context to actually figure out, is this bullying or is this not bullying? So we also propose that in this particular case, AI would be able to look into direct messages of the girls who were planning to exclude the 4th one, which is called Zolvig. It's the 4th tag in the photo. So that's the interesting case of exclusion, which I wanted to go into in further depth. On the very left, you have an example of what the official school account would look like. So if AI detected bullying it could be reported directly to the school of the child who was being bullied. And in the middle, you have sort of the visual of what it would look like on your phone. If you were the target, and AI detects, for instance, mean comments, you get a notification which allows you not to open it for the sake of re-traumatization. And of course, sometimes children and people, of course, prefer not to know, which could be problematic because then it might amplify without their knowledge. But they always have the option to say, I don't want to see this, or they can view actually the hurtful comment and then, or whatever content it is, and then directly contact their support contact for help. So they have the option to choose whether they want the AI to automatically contact the support contact, or for them to choose whether they actually want to contact their support in this case, or to do something else, to report the content to the platform. So next slide, please. I'm just going to show you a few more images. Juste un instant. Ça va? Vous voulez une petite traduction sur les 3 situations? Ça va? Tout est clair pour vous? Yeah, please feel free. I know this could quite complicate also with it's not as easy to follow. This is what the notification would look like for the support contact. So once support contact is contacted, they get an overview of
what the comments or what the mean comments are, and then they get suggestions as to what they can do to help actually the target. So there's the next slide then. Yeah, and so they could, once they choose to report it to the platform, then they are guided through the regular reporting process, which you heard about in the previous presentations. And they can choose if it's bullying or harassment or if it's some other type of violation. Very often platforms in their terms of service and community guidelines, they cluster bullying and harassment together. And bullying has a little bit more of a specific definition it tends to have, but still it could be considered interchangeably. But at the same time, children sometimes have higher thresholds of talking about bullying. They might consider that as very severe, and then very few cases would actually classify in their view as bullying. So it's a little bit tricky as to what sort of the definitions are that we use in the research community, and then what children are taught in school and how they perceive all of this process. And no one wants to identify as a victim. So very often there's that additional pushback, which is when you try to probe, they don't want to really identify as a victim of bullying. So next slide, please. So this is the exclusion case. So this is what sort of what it looks like up close. I just wanted to show you. I walked you through it earlier. But in any case, the idea is that the AI detects that more people have been tagged in the photo, that are present in the photo, and it detects this as a possible case of cyberbullying. And then the next slide, please, which shows the methodology. Sorry, you can go. I've already explained this. We can go to the next one. Sorry for the next one as well. I talked too much for the previous slides. I can if anyone has questions in terms of how this works, I can point you to the report, which details really every single slide in every single intervention that we had in detail. Please, the next one. Yeah, so the methodology was, we did this research in Ireland with preteen and teen children aged 12 to 17. We had 4 focus groups in person. We were doing this during COVID. So some of this had to be done online, 2 focus groups on Zoom. And then we had 15 in-depth, semi-structured interviews, again, on Zoom with preteens and teens. It was so obviously qualitative research where we showed, so the previous one, where we showed them all of these interventions, and we walked them through it and we asked them for their feedback. So what are the results? How do actually Irish or teens from Ireland, how do they perceive all of this? Well, they would overall welcome. At this point, no one asks them if they welcome AI interventions or not. This is so the just proactive monitoring is being employed already. We know this, and we're not clear as to how it works in practice in detail, but it's being employed to detect cyberbullying. We know that from transparency reports, and hopefully with the DSA, we're going to know more. But overall, they would welcome the AI interventions with a lot of hesitations for their privacy, and with a lot of hesitations in terms of how it's implemented. For the most part, they would like to have at least an opt-in or opt-out. So at least to be consulted whether they want their data to be subjugated to this process. And they would like to actually know how it works. They had a lot of concerns around AI being able to monitor their private messages and how would all of this actually work in practice. And they were not aware of the process of facial recognition. So for instance, when we explained to them that you could suggest that the very fact that you get suggestions for tags for someone's faces, that's already facial recognition. They were not aware of that. And they found it, quote unquote, creepy. And they were very worried about the whole process and really wanted to be consulted. But overall, there was this impression that they might be willing to allow more of a violation of their privacy if it's for greater good, if it's for detecting cyberbullying, which I find very interesting and sort of we can discuss later. What I find most in a way worrying is the perception that and that goes to the privacy paradox. If you go online, it's also this defeatism in a way. We care about our privacy, but
we feel so overwhelmed by the practices of the companies that we feel that sort of it's very hard to resist this entire process. So I was doing the interviews on Zoom, and some of the boys were even telling me, well, you know that we're being watched right now, right? And in a way, this cynicism that their little small acts of trying to resist are futile. That was sort of one of the impressions. And also this, for me, a very troubling idea that if you want to go online, it's a harsh world out there. And if you want to be on social media, you have to develop a bit of a thick skin. So all of these tools that you're proposing, that's okay, but I'm not really going to use that. It could be very childish. It's a good idea in practice, but to have a peer support contact, well, it's good to have, but I'm not sure I'm really going to use this. And maybe it's for the younger kids. In a way, there was really a lot of pushback towards being conceptualized as someone who is sensitive. Those kids who need all of these supports, that's for sensitive children, and I'm not sensitive. And I find that very interesting because I think it's a cultural issue, which I think we see in research across borders, this idea that it's not just something that we find in Ireland, this idea that you have to grow a thick skin to be online. And in a way that you can, I think we heard that previously, that you can expect to find anything online. And you have to be used to that if you want to be online. So that's, especially sort of for girls, there was an additional layer to this, which was, well, I don't want to burden my support contact. I don't want others to know that I have a support contact. And I don't want to, I fear that I might overburden my support contact through requests. And also, I'm responsible for solving my own problems. If I contact the support contact, I'm outsourcing my problems to someone else. And that was considered as not okay. As for involving automatically bystanders, there was a lot of pushback around that. And that was something that they might not necessarily welcome. So that's AI detecting that there is bullying and contacting someone who might be a stranger, who just witnessed that, right? Say on TikTok, you just saw something that was mean and you get a pop-up saying, do you want to report this comment or support the target? They really didn't like that idea because they pointed out that, it could be bystander, it could be any stranger. If it's a friend, well, then maybe. But still, even if it's a friend, if I'm bullied, I would like this to go as quietly as possible. I wouldn't want to involve more people than it's absolutely necessary, and I don't want others to know. So I don't want to make a big deal out of it. And I find that really interesting in terms of how young people are growing up, sort of what are the normative expectations of toughness versus what is conceptualized as sensitive. And also what is sort of this expectation of what it means to stand up for yourself, what it means to solidarity. What are the expectations around really solidarity? And empathy versus sensitivity and all of those things. I find that the cultural implications a lot more interesting, which brings me to the final slide, which is the implication slide. So all of this goes to the issue of how do we implement really the DSA, and also how do we, so it's not just about sort of this legal process, but also how do we talk to young people, and how do we educate young people in a way that is meaningful to them? If I were to go back and do this study, I would have done it differently. I wouldn't have designed this based on previous research. I would have allowed young people to actually really design imaginary hypothetical tools on their own without us as a research team giving. And that's actually the feedback that I got when publishing this in peer review. And that's something that I think is really important, to just allow them to design the tools in a way on their own without us prompting it, because this way, I think a lot of it might come across to them as very patronizing, which I think we really need to be conscious of when we are designing these strategies and when we think about platform responsibility. So thank you. Thank you very much, Tijana, for all these interesting tests you've conceived involving children.
Donc, merci beaucoup pour cette présentation hein, qui nous a présenté des expériences alors, qui ne sont pas conçues par les enfants, mais auxquelles ils ont évidemment répondu et sur lesquelles ils ont donné leur avis. Alors, si j'essaye un petit peu de faire le lien entre toutes les présentations qui ont été faites, hein, il me semble que même si on va dire les enfants, les adolescents ne sont pas opposés à l'IA, voilà, sur le principe de savoir qu'il y a une modération automatique, on peut quand même dire qu'ils ne lui font pas entièrement confiance. Ils restent méfiants sur la façon dont ces algorithmes procèdent. Ils sont surpris parfois des réactions de l'algorithme et ils les trouvent peu transparents. Donc ça, c'est un côté, je dirais, du problème. Et de l'autre côté, ce que votre travail souligne bien aussi et les autres travaux, c'est qu'ils ne connaissent pas non plus leurs droits. C'est-à-dire que les droits de la Convention internationale de l'enfant s'appliquent bien dans le monde numérique, mais en même temps, ils ne connaissent pas leurs droits numériques que certaines législations récentes en France, en tout cas, ou en Europe, permettent de revendiquer en tant qu'enfant. Et donc, la question que je voudrais poser à nos différents intervenants, c'est comment on peut rééquilibrer peut-être cette connaissance que devraient avoir les enfants de leurs droits dans un univers numérique, et puis la prise en compte par les plateformes du regard des enfants, c'est-à-dire être capable d'expliquer à des enfants comment se fait la modération, même automatique, même par une intelligence artificielle. Comment vous voyez cette possibilité peut-être pour rééquilibrer un peu cette asymétrie d'information qu'on a signalée dans les différentes... Je veux bien réagir, ça vous embête pas de traduire So there's an imbalance between how can we try to re-establish a balance between the rights of children that are provided by the Convention from the United Nations and puis la deuxième partie de votre phrase, j'ai pas entendu parce que j'ai été interpellée. Mais vous disiez... It's okay. I think I think I understood. My idea was just how to balance children's perception of their own rights, but in digital environments, and also the way the artificial intelligence system works, and can we explain easily or simply to children what are the mechanisms of algorithms and the choice the algorithms made just to find to moderate content created by children and uploaded by children or adolescents, of course. Juste, if I can add something, juste, et je vous laisserai traduire. Moi, comment dire, j'aurais bien aimé aussi revenir sur les 3 expérimentations faites par Tijana, qui consistent à voir comment l'IA pourrait être améliorée, puisque l'IA, les algorithmes structurent le travail de modération, et comment ça pourrait être amélioré. Et je me demandais si parmi les 3 propositions qui sont faites, il n'y avait pas des différences entre les 3, et je trouvais que celle du milieu me semblait assez intéressante. Et je me demandais si, voilà, dans vos conclusions, Tijana, j'ai compris que vous trouviez, enfin, que les jeunes trouvaient que ces 3 propositions allaient trop loin, en fait, dans la vie privée, hein, en fait. C'est-à-dire, c'est un surcontrôle de la vie privée avec, voilà. Donc, moi, je comprends assez bien leur réticence, mais par contre, celle du milieu, c'est-à-dire des systèmes de prévention avant de supprimer des comptes, consistant à dire au harceleur, voilà, certains commentaires ont été signalés comme du harcèlement. Voilà. Ce système-là de prévention, moi, il me semblait pas plus abusif, pas plus intrusif qu'aujourd'hui.
est donc plutôt intéressant en fait parce qu'il redonne de l'information et ça peut permettre d'atténuer certaines interactions. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Et du coup, Tijana, je me demandais s'il y avait eu une réflexion sur chacune des solutions de façon séparée. Alice, je vous... So I just want to come back on the 3 experiments that you did, Tijana. And so how do we improve the artificial intelligence that structures this moderation that's happening online? I wanted to ask, from the 3 propositions that you give in the end, aren't they different from one another? They're not all the same. And so the middle one seemed interesting to me. Which one do you mean by the middle one? That just what if I wasn't clear. Which one do you mean by the middle one? The one from TikTok. C'est ça que vous dites? So on the slide, the one from. Yeah, I do. You mean the exclusion one? That was on Instagram. No, the school or the. Yeah, the mean comments. Yeah. So, yeah. But no. So this one seemed interesting to me, and so I wonder, young people, they don't want too much control to be exercised over their own privacy. Mm-hmm. And the prevention that you put forward gives information and has the potential, I think, to appease and moderate, so to say, interactions between young people. Yeah. So do you want me? I can comment on if you'd like. Yeah, I think I understand the question, or at least I can try to answer. I think that it's. I think that in a way, at least for now, I would hope at least that platforms would get more information about that this is actually done. Because young people do not really, and actually I think a lot of users do not know that this process of proactive moderation is being done already. And I actually do not know necessarily whether it is done in this way. So in a way, we designed it to the best of our ability based on what's put out in the transparency reports from the companies. And what I think would be, and if this were to be the case, if this is how comments are moderated proactively, it would be helpful to get more information upfront when someone either creates in a child-friendly language, in a teen-friendly language, that this is actually taking place. And the whole process of the appeals process as well. And this is something which with the implementation of the legislation should be done in a better way. But yeah, I think that is probably the least privacy infringing if it's done on publicly shared content. So on publicly shared comments, this is probably the least privacy infringing way to actually implement this. But I think when you ask the question about sort of the balancing of children's rights and how this could be done, I think the first step would be for the platforms to take this on board more seriously. So when we presented, I think that the whole idea of asking for children's feedback and incorporating children's views into the design of this process is not something that is at this time taken sufficiently seriously by platforms. What is happening right now is when they design to optimize for greater engagement, which is their business priority, they consult children. But I do not know. There's no explanation from platforms as to how they consult children in the process of designing each tool. And if platforms were to be obliged, for instance, to conduct a child rights impact assessment, CRIAs, if they were obliged to do that and to actually document how each of these moderation tools, including the proactive moderation tools, was developed with children, that would be a whole different process, which would actually allow for greater, for children's, young people's feedback to be built into the design of these platforms.
And then on top of that, we would have information about very transparent in a simple language, not as in terms of the terms of service, which of course no one reads. And there were experiments previously where adults were asked to read the terms of service live for all the apps that were the most popular apps that they were using. For instance, in Norway, the privacy advocacy group asked adults to read terms of service, and it took them 48 hours to read all the terms of service. Imagine how long it takes actually for a teen or a child to read those. So if we were, and again, I hope that with the implementation of the legislation, this will actually come into effect, that children would have clearer information as to how this process works, and that platforms are obliged to document how they're involving children in the process of the very design of these tools. And I think in that case, the proposed intervention, the one that you mentioned, Sophie, with the detection of comments, would probably be the least privacy infringing one. But then again, and I think it's still, if we were to sort of follow the logic of user consent, information that this is actually happening, and the process of sort of opting in and out, how do we then handle this? Because obviously someone who wants to perpetrate something would want to opt out and would want to sort of game the whole process. So I think it requires at least a conversation with young people, which is not something that is happening right now. And when we presented, this was funded by a company. The company didn't have any influence over the research. We had completely, so they didn't have any input into the research. They just provided the funding. But when we tried to rally the results to relay the results of our research to the company, we didn't get much purchase from different companies. It's not something that they were, so saying that this is important to ask children for wasn't something that they took to heart and said, oh, see how we could actually implement this on our platform. Sorry, did I freeze? Oh, sorry. Okay. I don't know how much you've heard. Thank you, Kijana. So maybe you're welcome. Thank you for the questions in the room from the audience. Thank you very much for those explanations, Tijana. The question will be for everyone, but I try to say it in English. You said that the DSA maybe will improve our knowledge of how the moderation does work. Do you really believe in this statement, or is it a vow? Thank you. The question is for me, right? Well, not only, but yes. It's not only for me. It's okay, for you. Because I've already talked. So but I can, Ines, if whatever you'd like, I can give it a try. Please answer, and after other. Thank you. Yeah, thank you for the question. It's I can hope that there will be some improvements, especially with regards to having greater access to actually how platforms moderate content on behalf of independent researchers, at least for the very large online platforms. So I think the issue, of course, will be the devil will be in the detail, and how it is implemented with the digital services coordinators at the national level. And how this process will actually work in practice, and whether the regulators will actually have the teeth to execute the legislation in the way that it's been designed. But I think that with at least what I have the hope for is that we're not going to have just, platforms giving us transparency reports where they're giving us a lot of stats about how things are working.
What I hope will happen is that there will be greater resources for independent researchers, if nothing else, to conduct research with end users, which show us to what extent something is working or not working. And then once they show that it's not working, that there will be greater leverage to pressure the platforms to actually improve to try to at least improve the situation without whitewashing what's actually going on. So for instance, recently what's happening and what's happened over and over is that you might have an NGO or an independent organization that is not affiliated or not funded by a platform doing independent research where they create fake profiles of preteens and teens, showing that platforms' age verification and age assurance is not working, and that the reporting systems are not working, and that algorithms are actually pushing mean comment onto children. And that happens every once in a while. It happened 10 years ago, a few years ago. Even recently, there was research like that shows that everything that the companies are saying is actually, well, at least on this very small sample that this independent organization was able to establish, was not really working as the companies are saying that it's working. So what I hope now is that at least there will be another avenue to access this data and to investigate whether it is actually working from the perspective of the end user, and that there will be greater funding for research that actually does research with end users, because I think that is an extremely important part of the research, which is designed in a way that is not just opening ad hoc accounts, because that's very often what the platforms push back on. They say, well, you conducted this research by, opening up a few accounts, pretending to be teens or preteens, but that's very biased because, what is the methodology behind that? Now, I hope that with this, we will have at least an opportunity to execute this research in a more systematic way and to have resources to do it in a more systematic way. Now, whether it will work like that in practice, of course, I can be cynical and skeptical and say, and platforms, they have been calling for regulation. I like to give this example. Years ago, when I first interviewed platforms, I did my PhD and my research was interviewing platforms about self-regulation, because before we had the legislation that we have now, the mantra was self-regulation. So companies, they handle it themselves. And believe it or not, they were telling me, the interviewees, from policymakers to NGOs to companies, that they can't imagine regulation taking place. Self-regulation was the only thing that they could imagine. And we roll back now 7 years later, and we have regulation. So my take is, and of course there was lobbying, and of course, companies in the end kept calling for regulation. So what I would like to say is, let's give it a try and see how it works in practice. It's I think the devil will be in the detail as to how whether the organizations that are enforcing this, the digital services coordinators, and will have sufficient resources and sufficient independence to actually push back on the companies. And of course, there's the whole data, the privacy implication of how much research we're going to be able to do by being respectful of the GDPR and everything else. So there's all of that, but I'm hopeful, at least, that there is an avenue. Maybe I'm not correct, but at least I can be hopeful. I don't know if that answers your question, but thank you. Thank you very much for this answer, pleine d'espoir, cette réponse pleine d'espoir sur les effets du DSA, Digital Services Act. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la salle? Enfin, si... Je crois qu'il commence à être un petit peu tard. Ouais, d'accord. Moi, je ne vois pas la salle, donc malheureusement, je ne sais pas. Elle commence à se vider, on va dire. Ah, d'accord. Moi, je voudrais juste poser une question justement sur ces ONG. Alors, parce que le DSA prévoit donc d'avoir des signaleurs de confiance. Voilà. Donc, comment vont être choisies ces organisations
Et est-ce qu'elles vont pas se retrouver dans une situation paradoxale, c'est-à-dire toutes les ONG qui, à propos de l'impact environnemental d'entreprises, hein, dans la vraie vie, hein, pas dans le monde digital, mais comme le WWF qui a travaillé avec des multinationales, comme même l'UNICEF qui forme les multinationales aux droits de l'enfant. Donc à la fois, elles sont quelque part un peu lanceurs d'alerte, mais en même temps, elles se font financer par les entreprises qu'elles conseillent. Enfin, voilà, est-ce que c'est pas un peu comment on pourrait faire clarifier les choses et les rôles de chacun? On a des juristes dans la salle qui ont peut-être d'autres idées, mais moi, il me semble que les signaleurs de confiance existent déjà auprès de la Commission européenne et que donc il s'agit de poursuivre dans la même lignée, c'est-à-dire que non, les signaleurs de confiance ne sont pas dépendants des plateformes, donc je ne crains pas ça, mais ils ne sont pas dépendants, ils peuvent très bien faire des tests, hein, et donc ils peuvent déjà relayer auprès des plateformes des plaintes. En tout cas, c'est comme ça déjà qu'en France, ça fonctionne. Hein. Donc c'est quelques associations qui sont identifiées. Pour moi, le problème dans ce dispositif, c'est que le filtre est réalisé par la plateforme. C'est la plateforme, c'est-à-dire Google, Meta, qui va décider si le signalement concerne un contenu illégal ou pas. C'est-à-dire la qualification, mais c'est aujourd'hui le cas, hein, c'est déjà comme ça. La qualification dépend de l'interprétation qu'a la plateforme de l'état du droit. Et donc, voilà. Le tout, bon, en France, c'est vrai qu'on est un peu, comment dire, borné là-dessus, mais le tout en anglais. Hein, voilà. Oui, oui. Mais maybe Laurence, you would like to add something or no? Maybe Tirana, you would like to add something about the way that NGO will be involved. Yes. Excuse me, involved in the application of the control of the monitoring of the way that platforms applies the law and the DSA. So if I understood correctly, it's the trusted flaggers, the trusted flaggers role, where and you were saying, if I got you correctly, that in the end it's the platform that decides on whether the content violates or it doesn't violate. I think that in those, at least the way I understand it, if I'm not misunderstanding the law, that there is a way, that there is a mechanism to sort of to push back on the whole process, where the trusted flaggers, that it's not just, it doesn't end there. If they notice that there is a systemic problem with a platform, there is still a way to actually say, hey, this is a problem. For instance, in Ireland, if I can just point back, they have a mechanism. So they were I should just say that in addition to the DSA, there is the Online Safety and Media Regulation Bill, which is an additional national legislation which will work in conjunction with the DSA, where we have a super complaints mechanism where, for instance, if non-governmental organizations are noticing that there is a systemic problem with a certain platform, they can flag it to the legislator and they can take action. As for the dependency of these NGOs on the platforms, I wrote about that in my book when I was interviewing NGOs, but those were not all trusted flaggers, and so it was outside. It was in the self-regulatory mode. It was before, and I indeed found patterns where they were, especially helplines. Helplines are non-governmental organizations that have phone services to which children and parents could call, you know this, and teachers to complain about something that is happening on the platform. And then ideally they guide them through the process of reporting, and very often they have a very close relationship, and they have to nurture a very close relationship with the platform in order to actually be able to have this trusted flagger channel, even if they're not formal trusted flaggers. But
in any case, helplines were heavily, for instance, dependent very often on platforms because in a way they didn't have independent funding. So there was not sufficient government funding. Yeah. And platforms were really using helplines because a lot of the conflict and bullying that was happening on the platforms was being solved through helplines. So helplines were actually doing a lot of this work for platforms for free. Mm-hmm. And in a way, they found themselves in the process where there was it really in between sort of not having government and other funding and being in a way forced to rely on the platforms that were not obliged in any way to give them funding. Mm-hmm. Yes, you're right. And so I think in that sense, what I always sort of would hope with having digital services coordinators, which would have greater sort of power and greater funding for these effects, that there will be a greater awareness that this is actually happening and finding a way to channel the funding. I call for this in many, we had depositions on behalf of the Anti-Bullying Center to the Parliament, and I was always flagged this case that there has to be government resources to these non-governmental organizations that paradoxically, but that there has to be a way to sort of bid for funding so that they can't really be dependent on the platforms as much. But it's very difficult. Very few of these NGOs were able to speak critically of companies openly. Mm-hmm. And in a way, they have to thread this very fine line between being friendly with companies and sort of there is only so much criticism that you can say in a way. And those who are very, very critical tend to be sealed off from a lot of events and debates. And that happens. Yeah. And so how will DSA deal with this? I do not know. I also wondered to what extent, the EU as a whole and individual countries where companies are established, I think it really goes back to the power of the government. Yeah. To what extent will they be able to risk pushing the company to the extent that the company is willing to leave? Or considering leaving and establishing itself in another place, which I think is especially relevant for Ireland, where a lot of the companies are established. Mm-hmm. And I think that will be ultimately the test case. Not just for NGOs, how much they're able to push, but for the government itself and for the EU as a whole. Yes. So in that sense, I honestly do not know in terms of the mechanisms that are there. We'll see how that plays out in practice. Mm-hmm. There was a consultation on behalf of the EU for which also my center contributed to, where we were asked sort of how to give suggestions as to how to go about the process of establishing the researchers, the vetted researchers, for instance. So a lot of this will play out in the next months and as the whole process is established, as these details of the law are being worked out. But overall, those are concerns, yes, that have been there previously. Okay. Thank you very much for this very comprehensive answer. Yes, that il faut aussi que l'État s'engage plus, effectivement, pour soutenir la recherche publique. Je ne pense pas que nous, universitaires, on serait contre cette approche-là aussi, pour nous donner de l'indépendance, effectivement, et pouvoir effectuer des recherches qui soient libres, finalement, de tout financement et qu'on ne soit pas dans des situations un peu ambiguës. Ou alors... à ce moment-là, si on ne fait pas ça, peut-être que certains chercheurs conseilleront en amont de façon très discrète ces entreprises-là, mais certains enjeux ne seront pas discutés publiquement, ne seront pas débattus démocratiquement, on va dire. Et ça aussi, c'est quand même une vraie question pour l'effectivité des droits de l'enfant dans notre société, quoi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous. Je crois que ces conversations sont très intéressantes et très riches. Et donc, j'espère qu'on restera en contact avec vous aussi, Tijana, pour poursuivre ces échanges. Thank you. Et valoriser aussi ces travaux qui se répondent très, très bien les uns les autres.
Donc, merci encore aux organisateurs pour cette table ronde. Et puis, à demain, pour ma part, Merci. en tout cas. Merci beaucoup à toi, Inès, aussi. Bonne Thank soirée. you so much once again. Thank you. It's really nice talking to Bye. you. Thank you. Bye.